Ça me fait très plaisir de vous lire l'extrait d'un texte qui a été très important pour moi, qu'Elisabeth Lebovici avait écrit dans la première monographie. Et comme le livre est épuisé et que c'est un texte qui a été fondamental dans mon parcours, qu'elle a écrit en 2007, ça fait 10 ans, j'avais envie de partager un petit morceau, Voilà, là je vois, parce que sinon je vais du texte avec vous. Donc elle parle de mon travail. Elle dit « Mon projet dans ce cadre tente à confirmer plus précisément le changement qualitatif, le saut épistémologique, le pas au-delà ou de côté qui intervient parfois à mes yeux au sein de l'expérience de tel ou tel artiste et singulièrement de l'artiste Agnès Turnoer. Est-ce l'expérience d'un devenir artiste rendu tangible dans son discours ou dans ses faits et gestes, comme dans une bouchée de madeleine trempée dans du thé ? Je veux dire ici la jubilation que produit cette rupture avec laquelle cet artiste a largué les amarres de la convention, de la tradition, de l'autocensure et peut-être de sa propre histoire. La plasticité de ce lâcher-prise et le développement de sa puissance d'agir affectent des artistes, me semble-t-il, qui sont souvent des femmes. Très souvent, de Louise Bourgeois à Maria Lasning, de Rosemary Trockel à Sturtevant, d'Annette Messager à Nancy Spero, leurs expressions verbales ou visuelles ressemblent à celles qu'Hélène Sixou appelle joyeusement des gens féchistes, des locataires de l'inconscient, dont nous savons qu'il ne connaît pas le nom et qu'il cultive la greffe et les suppléments. Sans doute parce qu'on ne naît pas femme, on le devient, et c'est volontairement que j'ôte les guillemets de cette phrase si fameuse au temps du cinquantenaire du deuxième sexe, c'était il y a 10 ans, de Simone de Beauvoir. Sans doute parce que les femmes ont d'abord à se situer, et comment s'en sortir, d'une expérience de soi où l'on est l'autre d'abord. En effet, il n'y a pas de genre, il n'y en a qu'un, le féminin, le masculin n'étant pas un genre, car le masculin n'est pas le masculin, mais le général. Ce qui fait qu'il y a le général et le féminin, écrivait Monique Wittig, on ne le répétera jamais assez. Et le concept de différence des sexes a été construit encore grandement nos sociétés, constitue ontologiquement les femmes en autres différents. Les hommes, eux, ne sont pas différents lorsque le masculin se construit avec l'universel. Les hommes n'ont pas à s'identifier, au contraire des sujets qui ont été construits historiquement comme l'autre. Même si ces sujets ont été marginalisés, ils sont pourtant, en tant qu'autres, structurellement nécessaires comme le double spéculaire d'un sujet qui a colonisé les pouvoirs de la raison. Comme l'exprime Virginia Woolf dans Une chambre à soi, les femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroir. Elles possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l'homme 2 fois plus grande que nature. C'est pourquoi Napoléon et Mussolini insistent tous deux avec tant de force sur l'infériorité des femmes, car si elles n'étaient pas inférieures, elles cesseraient d'être des miroirs grossissants. Car si une femme en effet se met à dire la vérité, la forme dans le miroir se rétrécit. Mais lorsque les corps ne se soumettent plus à l'opposition, à l'attribution, à l'interdiction, à l'exclusion ou à l'inclusion, alors tombe le masque d'un universel recouvrant ou enveloppant le masculin qui se découvre. La redéfinition de l'identité féminine implique ainsi une révision de l'identité masculine en cette interaction dialectique qui s'est établie entre les genres, le masculin et le féminin. Il s'est agi pour Agnès Turnoer, comme pour toute femme et tous ceux ou celles qui s'identifient comme féministes, de faire parler le « e » muet. La métrique de la langue française, à partir du XXIe siècle, les appelle encore féminins, caduques, instables, ces « e » muets, associés de façon explicite ou non à une conception de la place des femmes dans la société et la culture. En ajoutant un « e » muet à la formule de Robert Filliou, « bien fait, mal fait, pas fait », transformé en « bien faite, mal faite, pas faite », Agnès Turnoer opère effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la performance. Elle se saisit de l'événement inaugural en 1968 d'un principe d'équivalence partie d'une chaussette rouge placée à l'intérieur d'une boîte jaune sur un panneau de bois, formation développée et multipliée à l'aide de 85 boîtes vides ou contenant des chaussettes ou des morceaux de chaussettes, 46 planches et 11 panneaux sans boîte. Avec son principe d'équivalence, Robert Filliou a énoncé qu'une œuvre d'art ne saurait être évaluée en fonction de son exécution. Le bienfait, l'adéquation avec un modèle par le biais d'une autre technique,
Le mal fait, l'erreur incorrigible et le pas fait et non réalisé pèsent du même poids sur la balance. La réitération de ce principe va s'opérer par le biais d'un tampon, et c'est cette marque qu'Agnès Tournoyer entreprend de copier. De copier, mais aussi de refaire et de rejouer. En ajoutant un E muet au principe d'équivalence, l'énoncé bien faite, mal faite, pas faite s'ouvre en effet à d'autres genres de compétences. Le jugement de valeur comme universel abstrait, le beau, pas le moche, se voit effectivement doté d'un genre lorsque le E muet l'excite et le prolonge. On pénètre ainsi dans un espace de travail nouveau, plus ambivalent, plus polyvalent, celui de la performance du genre. C'est une dimension qui me paraît effective dans le lâcher-prise évoqué bien plus haut. Ce qui relève de la biographie, du souvenir dans l'art, n'a rien d'un coming out, d'un aveu, au sens foucaldien. Par exemple, Louise Bourgeois, livrant le traumatisme du souvenir d'enfance comme origine de son travail artistique, n'explique rien. Mais elle fournit un prétexte pour développer des œuvres contradictoires qui laissent la critique se fourvoyer dans la voie de la vie infantile et de l'antériorité psychique, alors qu'elle débatte également de métaphores et de métonymie, c'est-à-dire de figures et de signes, suffisamment décollés de leurs référents pour ouvrir l'œuvre à une invitation au monde. Voilà cet extrait du texte d'Elisabeth Lebovici. Je vais lire un très court texte, mais j'ai beaucoup d'images à montrer et je vais les commenter après en les faisant défiler. Je suis née féministe au sens où, voulant devenir peintre dès l'âge de 3 ans, j'ai très vite constaté quand j'ai su lire que les cartels dans les musées ne signaient jamais, ou presque, d'œuvres d'artistes femmes. J'insiste sur le fait que je suis féministe en tant qu'être humain, par évidence, par essence, par nécessité, pas en tant qu'artiste, au sens où le mot féministe serait adjoint au mot artiste, pour le catégoriser. C'est une dénomination qui m'a toujours gênée, car pour moi l'envergure de l'art échappe aux qualifications. Ni Louise Bourgeois, ni Eva Hesse ne sont des artistes féministes, au sens où leur travail se réduirait à une catégorie, mais c'est bien par la radicalité, la liberté et la puissance de leur œuvre qu'elles portent le féminin dans le monde, et en ce sens sont d'immenses figures tutélaires. En tant qu'artiste, je travaille sur la question du langage et le genre est bien évidemment un des champs d'incarnation de ce langage. J'ai toujours souhaité désarimer le féminin de la femme et le masculin de l'homme. Pour moi, le féminin est une façon d'être et de penser que toute femme et tout homme peuvent mettre en œuvre. Ainsi, je considère Édouard Manet, sinon comme féministe, en tout cas comme mettant en œuvre le féminin dans son travail. Le féminin est pour moi ce qui ouvre à l'altérité. Manet peint une femme qui est peintre, qui incarne la peinture et qui est son double et son alter ego. Duchamp signe certaines de ses œuvres du nom de Rose, c'est la vie. Son identité artistique passe nécessairement par le féminin. Tout artiste qui travaille dans l'ouverture active le féminin. Philippe Guston est féminin aussi. Le féminin n'est pas quelque chose qui s'établit de façon fixe, monolithique ou immuable. Le féminin étant ouvert et perméable à l'autre, au mouvement, au changement, au risque. Le féminin est une éthique. Jean-François Lyotard, à qui j'emprunte le titre de cette conférence, dit dans son discours figure « Regardez le tableau, c'est y tracer des chemins, y co-tracer des chemins, puisqu'en le faisant, le peintre aménageait des chemins à suivre et que son œuvre est ce bouger consigné entre 4 bois qu'un œil va remettre en mouvement, en vie. Le féminin transforme l'histoire en géographie. L'histoire cessant de s'ériger de façon frontale, créant autant d'arrêts sur images infertiles, cloisonnant ses modes et ses périodes, oubliant des êtres et des populations entières pour faire place à une géographie ouverte, praticable par tous, multi-orientée, remplaçant le linéaire par le circulaire, faisant du spectateur non un témoin terrassé, mais un interlocuteur, une interlocutrice, active dans une conversation polyphonique. Donc, je vais maintenant vous montrer un certain nombre d'images que je vais commenter. C'est le dessin inaugural de cette population fictive que j'ai créée, qui ne consistait pas seulement à transformer le prénom des hommes en masculin en féminin, puisqu'il y avait aussi des exceptions qui constituaient la règle, mais à solariser, à inverser comme ça tous les prénoms et tous les genres d'histoire de l'art depuis le XIIe siècle jusqu'au XXe, et qui a commencé par ce grand dessin sur toile qui fait 2 mètres par 3 et qui constitue pour moi comme un lever de jour sur un autre monde. Ça, c'est un tableau qui date de 2003.
le voilà en perspective avec tout un travail que je développe actuellement qui s'appelle Matrice et qui est aussi une façon pour moi de travailler sur la question de l'ouverture, le langage non comme définition qui cloisonne et qui arrête, mais qui est un espace que l'autre va venir s'approprier. C'est un travail sur la lecture des œuvres et sur l'histoire de l'art, où le spectateur va emprunter l'espace et va venir s'approprier, faire sa propre lecture à chaque fois. Voilà ce même travail à l'échelle assise, donc en 45 cm de haut. Et dans une exposition que j'ai eu le bonheur de faire l'été dernier à Cambridge, qui s'appelait, qui était une exposition de femmes sculptrices, où j'ai eu vraiment la joie de rencontrer Mona Hatoum et Phileda Barlow, qui exposaient. Voilà l'œuvre de Phileda Barlow, l'œuvre de Mona Hatoum et une œuvre de Louise Bourgeois, que je ne connaissais pas. Alors ça, c'est un polyptyque qui s'appelle Cartel et qui met en abîme la question de l'identité féminine, où j'ai déjà inscrit cette question du bien fait, mal fait, pas fait, qui évidemment interroge autant les canons esthétiques de la peinture que celui du corps féminin. Puisque un corps est bien fait, tout ça varie, les canons varient selon les lieux géographiques. Et voilà, donc j'avais en fait récupéré des cartels d'œuvres qui n'avaient pas été accrochés dans une exposition. Et avec ces 4 petits morceaux de plastique, j'ai fait ce polyptyque où il y a le choix entre l'autoportrait, bien fait, mal fait, pas fait, sans titre et ready-made. Et voilà. Ça, c'est une série de photographies. On peut voir à une époque où j'ai beaucoup travaillé sur des tableaux qui étaient soi-disant abstraits, mais qui pour moi étaient vraiment des performances du corps dans l'espace de la toile. Et du coup, pour sortir de cette appartenance à la peinture abstraite qui était très masculine à l'époque en France, il y a 20 ans, j'ai fait des diptyques avec des photos et fait des photos qui étaient devant, où le corps était mis en relation avec l'espace pictural. Et voilà, un tableau aussi de la même période. Ça, ce sont des grands dessins au crayon de couleur que j'ai fait d'après ces photos et que j'ai exposé l'année dernière dans une salle avec des pièces au sol qui sont toujours liées à cette question des moules, du langage, la matrice étant aussi pour moi un terme très important dans le travail parce que en fait, les séries découlent beaucoup, se désemboîtent ou s'emboîtent beaucoup les unes dans les autres. Et l'atelier est une matrice au sens propre du terme, puisque j'y retrouve en fait à chaque fois des formes qui se... Voilà l'œuvre avec laquelle... l'œuvre de Anna Mendieta, c'était très beau d'avoir ces corps et ces boîtes, ces syllabes de langage, et cette photo aussi avec ces matrices successives qui dialoguaient en fait. Ça, c'est une série sur laquelle j'ai travaillé sur l'homonymie entre le mot elle, la peinture, la question de aussi. C'est pour ça que je n'ai pas expliqué en préambule, mais le texte d'Elisabeth Lebovici m'a affranchi de beaucoup de choses par rapport à la question des modèles, parce que j'en avais pas moi du tout. Hein. Il faut bien savoir qu'il y a 20 ans, moi je suis sortie des Arts Déco en 85, il y avait vraiment, à part, il y avait très très peu de modèles.
Et comme j'ai eu 2 enfants très tôt, en fait, il y avait des femmes, comme bien sûr, il y avait Annette Messager, Sophie Calle, mais elles n'avaient pas d'enfants. C'est pas qu'on soit obligé d'avoir des enfants, mais moi, c'était mon cas. Et j'entendais beaucoup, j'avais des artistes qui venaient, qui me disaient mais tu ne pourras pas faire les deux, enfin tout ce qu'on a pu, voilà. Donc ce texte d'Elisabeth a été très important parce que j'avais l'intuition que la créativité allait être démultipliée par le fait de m'autoriser à faire plusieurs choses de mon corps, des œuvres et des, voilà, d'être dans le et non dans le ou. Mais elle est venue valider ça en faisant ce texte où elle dit vraiment et en plus en parlant d'artistes que j'aimais énormément, que cette singularité, cet affranchissement par rapport à des canons et à une orthodoxie avait produit des œuvres qui étaient d'une singularité mais d'une créativité aussi très grande. Donc, dans tout ce travail sur le langage, il y avait aussi le travail sur justement les canons. Qu'est-ce que c'est qu'une aile? Est-ce que c'est une chose abstraite, figurative? Qu'est-ce que c'est que la peinture? Est-ce qu'on peut parler de la peinture? J'ai peint ces ailes sur des grands formats. Et puis, j'ai collé les palettes qui sont une espèce qui est le préalable, qui est l'avant, à la fin du tableau, en le collant dessus. Donc, c'est aussi des remises en question de catégories dans l'histoire de l'art qui m'intéressait d'interroger dans ces séries, en fait. Voilà, la première petite qui fait partie des collections. Voilà, on voit bien à quel point la peinture est de la chair, en fait. Cette chair qui est dans la palette et qui vient terminer le tableau en se posant dessus alors qu'elle est cachée sous les ailes normalement. Donc c'est aussi une revendication voilà, du féminin qui est très important dans mon travail, dans ma façon de travailler. Ça, il est impossible à montrer, je l'ai quand même mis, mais c'est un très grand tableau, il ne sort pas du tout en photo, et il est extrêmement lumineux et puissant, il s'appelle Une machine célibataire, et c'est à la fois un autoportrait, et c'est en même temps une machine à produire des tableaux. On peut le planter, le mettre dans un paysage, et ça travaille, ça fabrique des tableaux tout seul. Et il y a donc ces ailes, ce langage, ces palettes, et ce corps au milieu... voilà, avec cette référence à Duchamp, qui est un artiste important puisqu'il a son double Rosset la vie et qui est vraiment passé par où pour lui l'identité féminine est nécessaire. Ça, c'est un travail que j'ai fait sur toutes les synonymes du mot femme dans la langue française. Donc il y a comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup dire que l'histoire c'est de la géographie parce que c'est aussi une question par rapport au féminin et au masculin. Quand on se promène dans des synonymes, on traverse des champs sémantiques, on traverse des époques, on traverse des milieux sociaux. Et voilà, dans un dictionnaire, en ratissant large au niveau des périodes, voilà tous les synonymes du mot femme. Et que j'ai tissé, puisque quand je fais ce type de travail, je trace le texte comme une grille, je le peins d'abord sur toute la surface de la toile et je viens peindre la figure entre les lettres. Ce qui rejoint mon travail de sculpture où on se promène à l'intérieur du langage. Et là, je me suis rendu compte en faisant ça, parce que j'ai fait plusieurs tableaux sur ce sujet, que Manet, qui est quand même vraiment un féministe, et pour moi le plus grand féministe, le précurseur dans l'histoire de l'art, parce que Berthe Morisot était vraiment pour lui non seulement la peinture, mais l'alter ego absolu, la collègue, la partenaire de travail. Quand il a peint qui n'est pas Berthe, là c'est Victorine Meurent, c'est une annonciation enfin bref, si on n'a pas le temps de développer, mais c'est vraiment une annonciation quand on voit les annonciations dans l'histoire de l'art, il y a toujours un pilier comme ça qui descend, et là il arrive sur le sexe, à l'endroit du sexe qui est caché par la main. Bon, il y a tout ce rapport dans ce tableau au langage, à la dénomination et au féminin que je trouve en plus vraiment intéressant. Le voilà montré avec ce travail de langage qui est comme sorti du tableau en fait en 3 dimensions, matrices, qui sont donc des moules de lettres en résine. Et là, j'ai remontré... Ah oui, je vous remercie parce qu'en venant, j'ai eu une image magnifique dans le métro. Parce que
je me suis dit, en fait, parce que j'ai travaillé sur ce tableau aussi en essayant de dire qu'est-ce qu'on projette. C'est ce que fait Jérôme Bel dans son travail quand il fait ses spectacles qui s'appellent Je m'appelle Cédric Andrieux, où il fait parler l'interprète de Merce Cunningham sur le devant de la scène et qui raconte quelle est sa vie quotidienne, qu'est-ce qu'il va faire comme course quand il est en train de répéter, et que tout d'un coup on a affaire non pas à quelque chose sur quelqu'un sur qui on projette une technicité, mais un être humain, voilà. Et voilà, les modèles féminins dans l'histoire de l'art, il y en a beaucoup. Et ce modèle en particulier est particulier parce que on ne sait pas à qui s'adresse à elle, si c'est un homme ou une femme, même s'il y a un dos plus loin qui est caché dans la composition. Là, on voit quelqu'un sur le côté, mais ça peut être tout un chacun. Et en venant, je me suis dit qu'il y a une telle altérité dans tout ce travail de Manet, qu'en fait, c'est comme les tas de bonbons de Félix González Torres. Et dans le métro, je me suis dit, les bonbons de Félix, c'est vraiment les tableaux de Manet qui ont glissé au sol, qui se sont liquéfiés, Il y a quelque chose dont on sent, qui vous est tendu. Voilà, il y a quelque chose qui vous est tendu dans ces tableaux, dont on peut s'emparer. Et c'est ça le féminin aussi. Pour moi, c'est une très grande perméabilité à l'autre. À partir de ce travail, j'ai fait un tissage d'un texte pornographique qui pouvait questionner qu'est-ce que ce modèle, quelle est sa vie, qu'est-ce qui peut la traverser, quelle est son autonomie par rapport au fait qu'elle pose pour le tableau. Et j'ai souvent travaillé comme ça en tissant des textes avec des figures. Et là, juste le langage reste comme un paysage à parcourir. Bon, ça, c'est le travail qu'on a vu au départ et qui est individualisé, où le nom devient comme le regard du portrait, pour faire référence à Nancy, dans un très beau livre qu'il a écrit sur cette question. C'était à la Kunsthalle de Bratislava. Là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'architecture. C'est un monde très masculin. Ça, c'était au SMAC à Gand, où cette signalétique prenait toute l'échelle du musée. Et j'avais montré les tableaux dans une salle, mais il y avait aussi une signalétique qui venait partout offrir une population parallèle d'artistes qui avaient colonisé l'espace. Donc, c'était parfois des noms très grands, parfois tout petits. Et ça, c'est un travail que j'ai fait aussi il y a 15 ans, au moment de cette publicité scandaleuse d'Aubade, et où j'ai ramené ça à la question de la peinture et du corps avec le bien fait, mal fait, pas fait, où j'avais vidé ces carrés blancs de leurs injonctions autoritaires pour ouvrir au bien fait, mal fait, pas fait, et au principe d'équivalence qui peut interroger autant les canons du corps féminin que les canons de la peinture, cette fameuse peinture dont on disait de Manet qu'elle était mal peinte et sale, et tous ces dictates dont il faut s'échapper. Et voilà le logo que j'ai isolé dans un tableau. Et un tampon. Donc ça, c'est le retour donc à ce travail matrice à l'atelier. Et ce que je développe actuellement, qui est un abécédaire, voilà, un abécédaire que je prépare avec un texte d'une écrivain qui s'appelle, une autrice qui s'appelle Tiffaine Samoyo. Et voilà, c'est les photos de cet abécédaire. Elle travaille au sol avant de prendre les photos. Et j'aime beaucoup celui-là. En fait, j'aime beaucoup ce portrait-là parce qu'il dit d'une certaine façon, dans la sonorité, que le féminin est toujours quelque chose qui arrive, qui est toujours en train d'arriver. Et voilà. Alors, il y a un petit post-scriptum à ma présentation. J'ai travaillé sur un décor de ballet. Pour un décor de ballet, pour le CND d'Angers, il y a un an, ça a eu lieu
en septembre, mais la conception de ce travail, c'était il y a un an, et j'avais proposé, comme on m'avait demandé de travailler sur la situation des femmes, puisque le chorégraphe est américain. Il s'appelle Robert Simpson, et c'était l'assistant de Merce Cunningham, et pendant toute sa vie, il est le passeur de la troupe de Merce Cunningham, et il m'avait dit qu'il était très chagriné par l'arrivée de Trump et son attitude vis-à-vis des femmes, et qu'il voulait faire un ballet sur cette question. Et je lui ai proposé de travailler sur des statistiques et des phrases. Donc j'avais fait la scénographie que j'ai proposée, c'est une espèce de rampe de skate comme ça, où le sol relie le mur de projection avec une courbe. Et tout le ballet était rythmé par des phrases qui s'affichaient 40 secondes et qui passaient en fondu enchaîné et qui balayaient des géographies très différentes, des échelles très différentes et des sujets différents où la place de la femme était en question. Et donc il y a quelques images là, et on peut, si vous voulez, on peut regarder le teaser. Donc en 2013, j'ai fait ce 1% pour ce collège qui s'appelle Simone de Beauvoir à Créteil. Et quand j'avais enquêté un peu avant de faire ma proposition, j'avais eu des retours très alarmistes du proviseur, des enseignants et des élèves par rapport aux filles qui étaient au collège de la 6e à la 3e et qui étaient dans une situation critique qu'on peut imaginer complètement agressée en permanence. Voilà. Et du coup, j'ai décidé le collège était tout neuf, il allait ouvrir. J'ai décidé d'inscrire sur le mur d'entrée du collège les prénoms des 300 filles qui allaient entrer dans ce collège. En faisant l'impasse sur les garçons, c'était à la Toussaint. J'ai passé des mauvaises vacances de la Toussaint en me disant est-ce que j'étais bien allée jusque-là. Mais voilà, ça c'était l'entrée du collège était comme ça. C'est la sérigraphie sur aluminium brossé, ça fait 10 mètres de haut. Et quand on entrait dans le collège, il y avait des immenses photos partout. Elle est très mauvaise la photo, mais c'est très beau, la sérigraphie sur aluminium, avec Hélène MacArthur sur son bateau dans la salle de gym, Marguerite Duras. Mais il y avait à chaque fois que le prénom. Donc on passait du prénom des petites filles à l'entrée au prénom de ces femmes. Voilà, il y avait, on peut imaginer des Marie Curie, il y avait une très belle photo dans son laboratoire avec juste marqué Marie. Donc le prénom comme ça faisait le lien. Et puis après, toutes les 42 salles de classe étaient baptisées du prénom, du nom et de la raison sociale, à chaque fois avec le métier. Et j'avais fait faire des t-shirts pour tous les enfants avec des t-shirts. Donc ils prenaient ce qu'ils voulaient d'ailleurs. C'était pas forcément les hommes pour garçons et filles pour femmes. Et puis il y avait une plaque à l'entrée du collège. J'avais fait mettre cette plaque, voilà, avec une phrase que je peux pas lire de côté, mais qui disait que j'espérais que tout ça aiderait chacun à grandir dans la liberté et le respect mutuel. Ça a été une très bonne expérience parce que en fait c'est devenu un sujet, un propos d'établissement, c'est-à-dire que les profs de français s'en sont emparés pour faire travailler les élèves, par exemple en leur demandant aux garçons, imaginez que vous soyez une fille et inversement, de la musique, à faire travailler sur des choses. Ils ont fait un concours qu'ils ont gagné avec une pièce radiophonique. Enfin, c'est devenu... Puis surtout, oui, ce que je voulais vous dire par rapport aux vacances de la Toussaint, c'est que j'étais vraiment... Effectivement, je me disais, c'est quand même beaucoup, ce mur. Et en fait, je leur avais parlé avant de travailler, mais quand je suis revenue et que le collège a été ouvert, j'ai été accueillie par une population qui était mixte et pacifiée, vraiment pacifiée, et qui sont venus me dire vraiment ça, on est bien. Voilà, donc c'était vraiment une bonne expérience. Même si, et ça prouve aussi que quelquefois il faut forcer les choses, parce que moi je m'étais vraiment interrogée sur... voilà. Mais en tout cas, j'y suis retournée après régulièrement, mais c'était une bonne expérience. Voilà, je crois que j'ai terminé.